ici. En tout cas, l'objectif que moi je poursuis personnellement par rapport à cette formation, de procéder au montage du dossier d'appel d'offres. Montage. Quand on dit montage, c'est parce que dans les dossiers d'appel d'offres, il y a plusieurs autres dossiers qu'il faut mettre ensemble. Est-ce que c'est ici? Montage du dossier d'appel d'offres. Les amis, les dossiers d'appel d'offres, c'est l'un des documents les plus importants dans les droits des marchés publics. Est-ce que vous saisissez? Écrivez. Quels que soient les types de marchés, quels que soient les types de marchés, les travaux, les fournitures, les services, ou les prestations intellectuelles, vous êtes là? Quels que soient les types de marchés, virgule, les dossiers d'appel d'offres comprennent 3 parties. Les DAO, 3 parties. Les dossiers d'appel d'offres comprennent combien de parties? 3 parties. Le dossier d'appel d'offres comprend 3 parties. 3 parties. Bien noté? Très bien. Première partie. Indiquer les procédures. Les procédures pour règles de passation du marché. Indiquer les procédures pour les règles de quoi? De passation du marché. Donc, tout candidat, quand il vient pour soumissionner, il doit savoir, voilà les règles. Donc, c'est comme un rappel. Est-ce que vous comprenez? Écrivez. C'est comme un rappel. Un rappel des notions importantes que tout candidat doit maîtriser. Un rappel des notions importantes. Avec cette formation, vous n'aurez pas de difficulté pour lire n'importe quel DAO. Et même pour le monter s'il est chier. Le rappel des notions importantes sur le marché public. Je te comprends? Écrivez à l'attention des candidats. Quand on vient dans les marchés publics, on doit connaître les règles. C'est pourquoi dans les dossiers d'appel d'offres, il y a la première partie sur les procédures et les règles. Est-ce que je peux comprendre? Pour qu'on ne dise pas ou non, je ne savais pas. Tout est déjà là. Vous êtes avec moi? Point virgule. La deuxième partie, c'est rapporte. Vous avez écouté chaque partie, hein? Vous êtes là? La deuxième partie du DAO, dossier d'appel d'offres. La deuxième partie, c'est rapporte aux spécifications techniques. Spécifications techniques. Spécifications techniques du marché à conclure. Du marché à conclure. C'est-à-dire les détails du marché, que veut réaliser l'autorité comptable. Détails, spécifications techniques. Vous êtes avec moi? Si c'est par exemple le BISTAD, c'est là, dans la deuxième partie, qu'on va dire voilà, 10 stades. Est-ce que vous comprenez? Donc, 2 stades de 80 000 places. Je peux comprendre. 3 stades de 60 000 places. Les spécifications techniques. C'est d'ailleurs à ce niveau, mes chers amis, qu'on élit même les plans du bâtiment construit. Est-ce que c'est ici? Dans les spécifications techniques. C'est pourquoi l'autorité contractante peut même contacter les professionnels dans les domaines. Si vous êtes dans la cellule de passation du marché public, des militaires des IDPR, est-ce que je peux saisir? Est-ce que vous, en tant que juriste de formation, vous saurez établir les plans de construction d'une maison?
Vous me saisissez? La cellule ou encore l'autorité comptable peut même faire appel à un bureau, à une consultante pour dire voilà, j'ai besoin d'un cas de ce marché, de tel plan. Est-ce que je peux saisir? Si on a besoin de la fourniture, c'est dans la deuxième partie qu'on dit on a besoin de 500 chips de telle marque, année de fabrication. Est-ce que je peux saisir? Dans la deuxième partie. Première partie, on rappelle les règles sur les marchés publics. Pour que, encore une fois de plus, nul n'en prétexte ignorance. C'est vrai que la loi existe, n'est-ce pas? Mais pas s'il s'agit des questions d'intérêt général et vous êtes appelé à exécuter un marché d'intérêt général, on dit non. Au-delà de ce que dit la loi, peut-être que vous n'avez pas, nous permettons de vous rappeler, de vous synthétiser dans les détails même. Est-ce que je peux comprendre? Deuxièmement, les spécifications techniques. Qu'est-ce que je veux, moi, autorité contractante? J'attends de vous la construction de 500 maisons en raison de 200 maisons, de 4 chambres, 2 salons, 2 vérandas, 2 salles de bain. Est-ce que je peux comprendre? 200 maisons de 3 chambres, spécifications techniques. Deuxième partie. Est-ce que vous êtes là? C'est pourquoi vous verrez, mes chers amis, dans les dossiers d'appel d'offres, la deuxième partie ne comprend que 3 pages. On dit spécifications techniques et plan. Parce que pour chaque marché, il faut maintenant compléter cette partie-là. Parce que vous savez, si vous êtes dans la cellule des partations des marchés de la présidence, beaucoup d'argent, mais il faut aussi beaucoup travailler. Peut-être que vous n'allez pas dormir 3 jours durant parce que vous montez les dossiers d'appel d'offres. Un marché que la présidence veut passer. Et l'autorité contractante pour la présidence, c'est le directeur des cabinets. Est-ce que vous me saisissez? Très bien. Je disais quoi? Troisième partie. La partie contractuelle. La partie contractuelle. Vous êtes là? La partie contractuelle. Ou le marché. Ou le marché proprement dit. Maintenant, c'est le contrat. La partie contractuelle ou le marché proprement dit. Le marché proprement dit. Vous êtes là? Avec 3 sous-parties. Avec 3 sous-parties. Avec 3 sous-parties. Dans la partie contractuelle, il y a le cahier des charges, modeste. Je peux comprendre. Avec 3 sous-parties, donc, 2 points. Premier série, les cahiers des charges. Ça ne se négocie pas. On impose. Les cahiers des clauses administratives des charges. Pour être beaucoup plus complet, cahier des clauses administratives des charges. Les clauses administratives des charges générales. Vous êtes là? Vous êtes là? Cahier des clauses administratives des charges générales. Les conditions générales pour tout marché. Est-ce que vous saisissez? C'est un document standard. On se comprend bien? Pour le marché des travaux, cahier des charges. Pour le marché des fournitures, cahier des charges. Établi par qui? L'AMP. Chaque fois que vous avez besoin d'un marché des travaux, prenez ces cahiers des charges, mettez dans les dossiers d'appel d'offres. Est-ce que je peux comprendre? Et vous mettez ça dans quelle partie? Troisième partie. Et la troisième partie, c'est rapport à quoi? Partie contractuelle. Est-ce que vous êtes ici? Vous êtes là? Deuxième sous-partie, cahier des charges. Cahier des clauses administratives. Cahier des clauses administratives. Les clauses administratives particulières. Cahier des clauses administratives particulières. C'est vrai que les charges générales sont les mêmes pour quiconque veut construire pour l'État, quiconque veut livrer à l'État. Je peux comprendre. Mais les charges particulières, ça doit maintenant s'adapter au marché. Est-ce qu'on était ici? Par exemple, le prix du marché. C'est dans les cas des charges administratives particulières qu'il faut indiquer ça. On va y venir. Vous êtes avec moi?
Et en troisième lieu, troisième sous-partie, le contrat. C'est juste une page. Hein? Le contrat là, qui doit être signé par les parties. Une page. Vous êtes avec moi? C'est une page, mais quand on vous dit le marché en soi, ce n'est pas seulement ces contrats-là, mais ce sont les cahiers des charges, cahiers administratifs, ce sont même les spécifications techniques qu'on ramène aussi dans les contrats, les plans et consorts, comme nous allons le voir. Est-ce que vous êtes avec moi? Comment procéder au montage du dossier d'appel d'offres? L'appel d'offres qui est le mode courant de passation du marché public. Ça dit quoi? Avec cette formation, vous avez ces éléments-là. Vous se comprenez bien? Est-ce que vous comprenez? On s'est mis d'accord, hein? Même quand vous serez dans la cellule de passation du marché public, ce n'est pas à vous de prendre le stylo et de commencer à élaborer. Il y a déjà les modèles. Vous prenez seulement, vous dites voilà, dans les cas du montage de dossier d'appel d'offres, je prends, puisqu'il s'agit des marchés des travaux, est-ce que je peux comprendre? Voilà les procédures à mettre à la disposition des candidats. Procédure type ou document type établi par l'ARMP. Maintenant, vous devez être aussi en mesure d'interpréter parce que votre autorité contractuelle vous demande venez d'abord m'expliquer. Ça, c'est quoi? Expliquez-moi toute cette première partie des procédures. Le marché public, c'est technique. Hein? Pour quelqu'un qui ne connaît pas, on va balbutier. Quand on voit la parole groupement solidaire, groupement conjoint, ça veut dire quoi? Solidaire, conjoint, on va réfléchir. Alors que ce sont des notions, nous devons comprendre tout ce que vous avez déjà. Nous devons aller dans les détails. Aussi, c'est un modèle type. Comme je vous ai dit, n'allez pas vous enfermer dans votre bureau pour commencer à élaborer. Oh non, je vais prendre un modèle que j'ai dans un autre dossier là, je vais élaborer. Qu'est-ce que vous êtes là? Même quand vous êtes en train d'agir pour le privé, marché privé, avec cahier des charges, votre client vous demande de mettre en place des cahiers des charges, vous pouvez toujours vous inspirer des cahiers des charges de l'ARMP, en écartant toutes les prérogatives exorbitantes de l'État. Parce que dans les contrats privés, il faut préserver l'égalité des parties. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes là? Dans les cahiers des charges, même pour le privé, il faut qu'il y ait aussi des spécifications techniques. Je veux une église, mais une église de quelle capacité? Avec combien de parkings? Parking souterrain, ainsi de suite. Tout ça, il faut qu'il y ait une spécification. Tu comprends bien? Tu comprends alors de la première partie du DAO. La première partie, ce sont les procédures ou les règles des marchés publics qu'on rappelle aux candidats. Vous êtes là avec moi? Et fait, la première partie comprend en soi, quatre sous-parties. Voilà comment il faut analyser les DAO. La première partie comprend en soi quatre sous-parties. Vous êtes là? Notamment, qui sont quatre sous-parties qui sont deux points. Premier tirer, la vie d'appel d'offres. La vie d'appel d'offres. L'appel d'offres, c'est la publicité. Porter à la connaissance de tous que les marchés, avis d'appel d'offres, documents standard. Le modèle de l'ARMP. Est-ce que je peux comprendre? Mais vous êtes seulement adapté par rapport au marché, en mettant le nom de l'autorité contractante, l'objet du marché, ainsi de suite. Vous comprenez bien? N'allez pas vous-même vous mettre quelque part et commencer à rédiger la vie d'appel d'offres. Non, non. Il y a un modèle. Parmi les documents que vous devez mettre à votre disposition. Deuxième sous-partie, les instructions aux candidats. C'est que les candidats doivent savoir. Les instructions aux candidats. Instructions aux candidats. Parce que dans les instructions aux candidats, nous allons voir comment il faut préparer une offre. On le dit déjà. Comment il faut remettre une offre. Il faut avoir combien d'enveloppes. Je fais comprendre. Troisième sous-partie. Et la première partie, procédure. Troisième sous-partie, les données particulières
et appel d'offres. Quelles sont les particularités du présent appel d'offres? Le même particulier, c'est aussi la date et le lieu du dépôt de soumission. Vous allez déposer quand et où? La date et le lieu de l'ouverture des prix. Est-ce que vous mettez ici? Et quatrième sous-partie, les formulaires de soumission. Les formulaires de soumission. Là aussi, modèle type. Les formulaires de soumission. Vous voyez que les données particulières, il n'y a pas de modèle type. Ça varie maintenant d'un marché à un autre. Les formulaires de soumission. Quels sont les différents formulaires qu'il faut, mes chers amis, remplir dans les cas de marché? On se comprend? Ok. Très bien. Ça, c'est la première partie du dossier d'appel d'offres. On peut décortiquer la première partie? Ça va? Écrivez. Sous-partie 1. Avis d'appel d'offres. Là, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Sous-partie 1. Avis d'appel d'offres. On dit qu'il y a 4 sous-parties, n'est-ce pas? Sous-partie 1. Avis d'appel d'offres. Avis d'appel d'offres. Écrivez. C'est l'acte qui déclenche la procédure. C'est l'acte qui déclenche la procédure de la publicité. La procédure de la publicité et de la concurrence en matière d'appel d'offres. Là, il déclenche la procédure de la publicité et de la concurrence. Publicité et concurrence. Je peux comprendre? Écrivez. Il est établi selon un modèle type. Il est établi selon un modèle type. Suivez ce modèle-là. Il est établi selon un modèle type. Un modèle type. Il indique notamment le nom de l'autorité contractante. Quelle est l'autorité qui a besoin du marché? Il indique notamment les noms de l'autorité contractante. Les noms de l'autorité contractante. Vous êtes là? Vous êtes là? L'objet du marché. L'objet du marché. L'objet du marché. Autorité contractante, ça va être le ministère de la Justice. Objet du marché, construction des 4 paliers de justice. Mais tout ça, c'est dans le modèle type. Ce n'est pas vous d'écrire, vous faites avoir les phrases. Vous ne faites que compléter là où il faut compléter. Mais l'objet, c'est ça. On se comprend bien. Là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de difficulté. Sous-partie 2. Là que nous allons vraiment creuser. Instruction au candidat. Dans les dossiers d'appel d'offres, les candidats doivent savoir à quoi s'en tenir. Instruction au candidat. Instruction au candidat. Instruction au candidat. Écrivez. Ces instructions comprennent 6 points. Ces instructions au candidat. 6 points. Tout professionnel doit maîtriser ces 6 points. Les instructions comprennent combien de points? 6 points. 6 points. Ça va? Entre autres, les généralités à maîtriser. Les généralités. Les généralités. Le contenu du DAO. Parce que il ne faut pas que les candidats soient surpris quand on voit que c'est DAO, on prend les éléments s'y appliquent. Le contenu du DAO. Le contenu du DAO. Contenu du DAO. Vous êtes là? La préparation, troisième point, la préparation des offres. La
préparation des offres. Comment il faut préparer une offre? Vous êtes là? La préparation des offres. Quatrième point, la remise et l'ouverture des offres. 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 Vous êtes là? Cinquième point, l'évaluation des offres. L'évaluation des offres. Parce que parmi les objectifs que nous voulons atteindre, c'est aussi être en mesure d'élaborer une solution, de la remettre comme il se doit. Lorsque vous accompagnez les candidats, est-ce que je peux comprendre? Mais si vous êtes dans la cellule de passation des marchés publics, montez les dossiers. Ça, vous devez maîtriser. Est-ce que je peux comprendre? Procéder à l'ouverture et à la lecture des soumissions. Comment on fait? Évaluer les offres. Si vous êtes dans la commission, dans la sous-commission d'évaluation des offres, qu'est-ce que vous faites? C'est les gens qui comprennent. L'évaluation des offres. Et puis les règles sur l'attribution. Donc, cinquième point, évaluation des offres. Sixième point, l'attribution du marché. Et tout candidat doit maîtriser. On se comprend bien? On se comprend bien? Vous êtes là? Première instruction, les généralités. Mes amis, vous demandez dans les détails, ne vous fatiguez pas, s'il vous plaît. C'est le jour le plus décisif de cette formation. Première instruction, généralité. Et je vais, dans les généralités, virgule, les DAO indiquent, dans les généralités, virgule, les DAO indiquent, deux points. Petit 1, premier élément. Vous êtes là? L'objet du marché. L'objet du marché, vous voulez quoi? 500 maisons, 80 avions, 500 jeeps. Ça va? Les nettoyages des bureaux, l'objet du marché. On se comprend bien? Vous êtes là? Très bien. Deuxième élément. La source ou l'origine des fonds. Parce que ceux qui viennent s'engager là, ils doivent savoir l'État aura l'argent où? La source ou l'origine des fonds. Les fonds comprendre? En vue de la réalisation du marché. La source ou l'origine des fonds en vue de la réalisation du marché. Ça va? Et je vais en principe, dans les marchés publics, c'est les titulaires du marché qui préfinancent le marché. C'est les titulaires qui préfinancent. C'est pourquoi on a besoin d'un titulaire qui a l'argent. C'est les titulaires qui préfinancent les marchés. Dans le cas des marchés publics, c'est les titulaires qui préfinancent les marchés. C'est les titulaires qui préfinancent les marchés. Il s'est fait payer. Ça va? En principe, à la réception du marché. C'est fait payer à la réception. Il a l'argent, il construit. Quand il finit, puis il a dépensé 15 millions, et le prix du marché c'était 20 millions, on lui donne les 20 millions. Est-ce que je peux comprendre? Et je vais, mais exceptionnellement, virgule, il y a le régime des acomptes. Il y a le régime des acomptes et des avances. Le régime des acomptes et des avances. En tout cas, si vous accompagnez un titulaire, il doit accepter ces régimes. Parce que l'État congolais est imprévisible. Il peut construire sous un régime politique, je ne comprends pas. Et quand il commence à réclamer les régimes, l'autre régime arrive, ça devient une aide intérieure. Compliqué. Vous comprenez bien?
Donc, exceptionnellement, les régimes, c'est quoi? Les acomptes et avances. Et les acomptes signifient le paiement par étape. Il ne faut pas attendre à la fin pour le tout. Est-ce que vous saisissez? Vous êtes là? Oui. Acompte signifie le paiement par étape. Acompte signifie le paiement par étape. Vous faites comprendre? Virgule. Après la réalisation d'une phase. Après la réalisation d'une phase. Après la réalisation d'une phase. Vous faites comprendre? Et à la réception, on paye le solde. Les avances signifient le préfinancement du marché par l'autorité contractante. Le préfinancement d'une partie du marché. Hein? Vous êtes là? Quand il dit préfinancement, c'est qu'on n'a même pas encore exécuté. On tend à commencer l'exécution. Je ne sais pas si vous maîtrisez la nuance entre acompte et avance. Acompte, on peut dire comme c'est un immeuble à 10 étages. Si on finit les rez-de-chaussée, le premier niveau, vous payez, comme le prix global est de 50 millions, si on termine le rez-de-chaussée, le premier niveau, vous payez 10 millions. Mais comment comprendre? On finit 2, 3, 4, vous ajoutez 10 millions. C'est pas que je peux comprendre. Là, on va en termes d'acompte. Mais avance, rien n'a commencé. Est-ce que je peux comprendre? Les titulaires n'ont encore rien fait. Mais ils reçoivent déjà de l'argent. Est-ce que vous saisissez? Les avances signifient le préfinancement d'une partie du marché par l'autorité contractante elle-même. Le financement d'une partie du marché par l'autorité contractante. Le financement d'une partie du marché par l'autorité contractante, je peux comprendre, virgule, avant les débuts. Les débuts d'exécution. Il donne déjà l'argent. Les débuts d'exécution. Avant les débuts d'exécution. Vous êtes là? Écrivez. Le taux de ce préfinancement-là est de 30%. Donc si on doit préfinancer, vous êtes là? 30% pour le marché des travaux et des prestations intellectuelles. 30% pour le marché des travaux et des prestations intellectuelles. 30% pour le marché des travaux et des prestations intellectuelles. Point virgule. 20% pour le marché des fournitures et des services. 20% pour le marché des fournitures et des services. Donc le titulaire a déjà l'argent alors qu'il n'a pas encore commencé. 20% pour le marché des fournitures et des services. Ça c'est avance. On n'a pas encore commencé. Mais si ça se paye, après avoir fini les étapes, ça c'est acompte. Est-ce que tu comprends? Et en cas d'avance, les titulaires doivent fournir la garantie du remboursement des avances. S'il n'y a pas de marché, ça ne sera pas compris. Garantie du remboursement des avances. Garantie du remboursement des avances. Cette pièce-là doit se retrouver dans le dossier. Tu veux comprendre? Garantie du remboursement des avances. C'est-à-dire, soit une lettre de crédit. Donc il s'est déjà endetté pour dire que même si je ne rembourse, même si je ne fais pas, je fais comprendre, même si je n'exécute pas, avec ces crédits, je peux facilement payer. Soit une lettre de crédit, je fais comprendre, soit une garantie bancaire. Une banque qui dit voilà, au cas où je ne paye pas, venez, il y a une caution ici constituée. Est-ce que vous saisissez? En fait, quand
on dit garantie de remboursement de la vente, c'est qu'on est. L'idée, c'est que si jamais il est exécuté, alors qu'il a déjà l'argent de l'État, comment l'État va récupérer son argent? C'est pourquoi on parle de garantie de remboursement. À ne pas confondre avec la garantie de bonne exécution. Il doit y avoir une garantie de bonne exécution. On verra ça. Parce qu'on peut, le jour de la réception du marché, constater que les messieurs n'ont pas conçu ce qu'on leur avait demandé. On réceptionne les marchés sous réserve. Est-ce que tu as fait saisir? Sous réserve de quels travaux à faire? Qu'est-ce qui va aider à faire ces travaux-là? Garantie de bonne exécution. À ne pas confondre avec la garantie de l'offre. Nous allons voir ici que pour déposer une offre, il faut la garantie de l'offre. Pour éviter des offres fallacieuses. Est-ce que ça va? Pour que n'importe qui ne vienne pas, ça va durer. Si la garantie de l'offre est fixée par exemple à 25 000 $ ou à 50 000 $, si il n'y a pas cette garantie de l'offre dans le dossier, on va déclasser les dossiers. Et c'est pour faire en sorte que dès que vous submissionnez, vous soyez tenu jusqu'à l'ouverture des plis et à la déduction. Vous ne pouvez pas dire non, je suis venu retirer mon offre. Non. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les candidats doivent connaître tout ça. Ils doivent savoir qu'on ne vient pas ici faire des aventures. Pardon? Mais nous, on doit d'abord nous affermir avec ça. Sanction en cas de faute commise lors de la passation ou de l'exécution. On rappelle ça dans les instructions aux candidats au point sur les généralités. Est-ce que je peux comprendre? Et je fais. L'allusion est faite. L'allusion est faite. Allusion est faite, notamment aux actes d'improbité. Aux actes d'improbité. Si on respectait tout ça, on aurait des marchés efficaces. Parce qu'avec ça, il faut moraliser les domaines de la commande publique. En fait, on parle de commande publique, c'est aussi marché public. Est-ce qu'on fait avec moi? Il faut moraliser les secteurs. Les actes d'improbité, c'est-à-dire tout acte. Allusion est faite aux actes d'improbité, c'est-à-dire tout acte, ça va, imputable au candidat, tout acte imputable au candidat, il faut comprendre, qui constitue une faute dans son chef, une faute dans son chef. Ça va? Lors de la passation du marché, notamment, la surfacturation par exemple, la corruption, on doit respecter tous ces règles. Tout acte imputable au candidat, ça va? Il constitue une faute dans son chef. Vous êtes avec moi? Exemple de la surfacturation, les mauvais renseignements, ça va? Les mauvais ou les faux renseignements, il peut avoir menti. La corruption, on appelle ça acte d'improbité, acte de malhonnêteté. Comment vous voulez exécuter un marché public alors que dans la passation là, vous mentez déjà? Est-ce que je peux comprendre? Et je vais. À la suite de ces actes, virgule, le candidat est passible des sanctions administratives ci-après. Vous devez aussi avoir ça. Les sanctions administratives ci-après. Les sanctions administratives ci-après. Deux points. L'exclusion temporaire. Du champ des marchés publics ou du champ de la commande publique. L'exclusion temporaire.
Vous êtes là? Pour une durée qui n'excède pas 5 ans. Pour une durée qui n'excède pas 5 ans. L'exclusion temporaire. Pour une durée qui n'excède pas 5 ans. Vous êtes là? Vous êtes là? Virgule prononcé par l'ARMP. Voilà jusqu'où va le rôle régulateur de l'ARMP. L'ARMP peut prononcer même des sanctions. En cas de faute, omise lors de la prestation par un candidat. Je fais comprendre? Prononcé par l'ARMP. Exclusion temporaire. Point virgule, deuxième sanction. La déchéance, l'exclusion définitive. La déchéance du candidat du champ des marchés publics. Déchéance veut dire l'exclusion définitive. Déchéance du candidat du champ des marchés publics. La déchéance du candidat. Virgule en cas de récidive. La déchéance intervient en cas de récidive. Pour la première fois, exclusion temporaire. Mais si ça se répète après l'exclusion temporaire, la déchéance. Oublie les domaines des marchés publics. Est-ce que vous comprenez? Écrivez. La compétence revient au juge des marchés publics. Le tribunal administratif est pour l'instant, c'est les DG. Est-ce que vous comprenez? La compétence revient au juge des marchés publics. Saisi par l'ARMP. Vous savez pourquoi? Ça, c'est pour la déchéance. Pour les choses temporaires, c'est l'ARMP qui prononce. Vous comprenez la nuance? Vous comprenez la nuance? Acte d'improbité susceptible d'être sanctionné. Quelles sont les sanctions? Et voilà. Et qui les prononce? Nous les avons indiquées. Est-ce que vous comprenez? Écrivez. L'ARMP tient la liste de toutes les personnes exclues du champ de la commande publique. L'ARMP tient la liste de toutes les personnes exclues du champ. Mais on contrôle les mensualités. Alors que ce n'est pas là. Oui. Donc sur la sanction au niveau national, cette sanction-là peut suivre aussi au niveau provincial. Effectivement, on est exclu du champ de tous les marchés publics. D'ailleurs, je vous informe, suivez-moi. En matière de marchés publics, la sanction, le principe qui dit que la sanction est individuelle ne s'applique pas absolument. La sanction prononcée contre un candidat peut poursuivre un autre candidat. Si par exemple, je suis une société, je peux comprendre, j'ai candidaté, alors que je suis aussi associé dans une autre société, associé majoritaire dans une autre société. Je peux comprendre. Mais moi, en tant que société à part, je viens candidater. Je commets l'acte d'improbité. Mon exclusion ici risquerait d'entraîner aussi l'exclusion de la société où je suis actionnaire majoritaire. Et inversement aussi. Effectivement. Et inversement aussi. Notez bien. Notez bien. En matière de marché public, la poste est à 12h juste. C'est il est quelle heure? 11h20. On a encore du temps, il faut travailler. Travailler. Vous allez bien? On peut vous lire? Notez bien. Je disais quoi? En matière de marché public, virgule. En matière de marché public, virgule, une sanction administrative prononcée contre un candidat dans le cadre d'un marché, dans le cadre d'un marché précis, peut s'étendre, ça va? Et affecter un non-candidat. Peut s'étendre et affecter un non-candidat à ces marchés. Un non-candidat à ces marchés. Vous êtes là? Un non-candidat à ces marchés, virgule, si le lien entre les deux est évident.
si le lien entre les deux est évident. Si le lien entre les deux est évident. Vous êtes là? Exemple. L'exclusion temporaire d'une société X l'exclusion temporaire de la société X, de la société X, peut concerner aussi la société Y. La société X, c'est la société qui a candidaté, n'est-ce pas? Peut concerner la société Y. Mais c'est là que vraiment précisé, hein? Est-ce qu'on peut pas? Peut concerner la société Y, virgule, si la société X détient la majorité des parts dans la société Y. Est-ce qu'on peut saisir? Si la société X détient la majorité des parts dans la société Y. Si la société X détient la majorité des parts dans la société Y. Non, si ne détient pas la majorité des parts, c'est que ce n'est pas elle qui a le pouvoir décisionnel réellement. Hein? La minorité dans les actionnaires peut consister à bloquer Oui, mais dans le cadre du dossier d'appel d'offres, l'ARMP est allé dans le sens que je suis en train d'indiquer. Vous êtes là? Vous êtes là? Écrivez. Voilà. Sous cette rubrique, toujours, la rubrique des sanctions, sous cette rubrique, toujours, vous êtes là? Virgule, le DAO rappelle, le dossier d'appel d'offres, rappelle aux candidats, ce sont les instructions, aux candidats, n'est-ce pas? Rappelle aux candidats que toute mauvaise exécution ou toute inexécution du marché, toute mauvaise exécution ou toute inexécution du marché, toute mauvaise exécution ou toute inexécution du marché, ça va? Donne le droit à l'autorité contractante de résilier unilatéralement le marché. C'est une prérogative. L'autorité n'a pas besoin d'aller auprès du juge. Non. L'autorité sanctionne en résiliant toute inexécution, toute mauvaise exécution. Je fais comprendre, donne droit à l'autorité de résilier unilatéralement le marché. Dans le domaine des marchés publics, c'est comme aussi en matière fiscale. L'autorité n'a pas besoin de saisir le juge pour obtenir quelconque autorisation. Non, elle frappe directement. Ça, je fais comprendre. Donne le droit à l'autorité de résilier unilatéralement le marché, je fais comprendre, et de pouvoir au remplacement. Pouvoir au remplacement du titulaire. Ça va? Et quand on a dit quoi? Lorsqu'on résilie pour une exécution, pour mauvaise exécution, et qu'il faut remplacer les titulaires, quel est le mode de passation? Les grèves. Parce que là, on est déjà, le marché est en train de s'exécuter, il faut aller vite. On se comprend bien? Ça, c'est par rapport aux sanctions. On se comprend? Quatrième instruction générale. Première instruction, objet du marché. Deuxième, origine de fonds. Vous êtes là? Troisième, le régime des sanctions que tout candidat doit maîtriser. Quatrième instruction générale, le condition à remplir. Vous êtes avec moi? Donc, exclusion, déchéance sont des décisions susceptibles de recours. Vous êtes là? Vous êtes là? Maintenant, quatrième instruction que les candidats doivent avoir. Quatrième instruction que les candidats doivent avoir, les conditions à remplir. Est-ce que vous êtes là? Écrivez. À ce niveau, les DAO rappellent à tout candidat. Oui? Effectivement. Les DAO à ce niveau, virgule, les DAO rappellent à tout candidat
Les DAO rappellent à tout candidat les conditions essentielles pour postuler, pour candidater. Conditions essentielles pour faire quoi? Pour postuler. Conditions essentielles pour postuler. Vous êtes là? Ces conditions sont, vous devez les maîtriser, mes amis. Interpréter les DAO, ça doit devenir quelque chose de très facile pour vous. Ces conditions sont pour candidater, hein? Est-ce que vous me saisissez? Quelles sont les conditions? Parce que n'importe qui peut aller, oui, mais sous quelles conditions? Ces conditions sont, 2 points, vous me tirer. S'il y a eu préqualification, on a vu la préqualification, n'est-ce pas? On sait voir les documents de préqualification. S'il y a eu préqualification, vous êtes là? Virgule, les DAO rappellent qu'ils ne peuvent postuler qu'un le préqualifié. Est-ce qu'on me dit? Les DAO rappellent qu'ils ne peuvent postuler pour ces marchés que le préqualifié. Si vous n'avez pas été indiqué parmi les préqualifiés, ne déposez pas votre dossier. Point virgule deuxième tiré. Si c'est un appel d'offres sans préqualification, 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 c'est bien noté, virgule, les DAO rappellent néanmoins, ça va, que pour postuler, ça va, il faut disposer d'une capacité financière, des moyens matériels. On est dit. Capacité financière, moyens matériels. Le domaine des marchés publics, non, ce n'est pas le domaine des gens qui n'ont pas l'argent. Non. Vous êtes là? Sauf le marché des services courants. Dans le marché des services courants, il y a quelqu'un qui n'a pas d'argent, mais qui a des mamans depuis là, dans les nettoyages, je dis, moi je peux candidater. N'est-ce pas ça? La ville lance un appel d'offres pour le marché des nettoyages, ainsi de suite. Je peux candidater. Oui, je dis, ok, voyez, c'est bien. Il faut, ne serait-ce que les sommes qui doivent travailler, les travaux qui doivent être faits, doivent être des travaux efficaces pour un besoin extérieur. Spécification. Mais ça dépend aussi. Être efficace ou bien nettoyer. S'il y a aussi des gens qui ne sont pas efficaces en ça, qui font des petits travaux comme ça, mais quand vous passez, c'est comme si on n'a pas balayé. Vraiment, on peut évoluer. Hein? Vous êtes avec moi? Donc, si c'est avec préqualification dans les dossiers d'appel d'offres, parce que là, il y a déjà une qualification, oui ou non. On rappelle que dans le cadre de cet appel, pour postuler, il faut avoir été préqualifié. Donc, ne venez pas ici pour postuler alors que vous n'avez pas été qualifié là-bas. Votre dossier sera rigide. Je comprends. Mais si c'est sans préqualification, il est indiqué que pour postuler, réunissez les conditions minimum. Est-ce que je peux te dire? Vous êtes avec moi? C'est ici aussi qu'on insiste sur la capacité du soumissionnaire. Avec l'endroit, on était beaucoup plus sur la capacité. Est-ce que vous comprenez? La capacité du candidat. Oui, toujours là, par rapport aux conditions à remplir. Il faut tenir compte. Selon que c'est un appel d'offres national ou international. On se comprend bien? Ça fait partie de la capacité, n'est-ce pas? Si c'est national, ils ne peuvent candidater que du Congolais.
Personne physique ou morale. On rappelle ça dans les dossiers d'appel d'offres. Il faut comprendre. Et si c'est international, le candidat peut venir même de l'extérieur. Est-ce que je peux comprendre? Ok. C'est parmi les éléments de la capacité du candidat. Ça va? Ah, et bien, en province, on tient compte selon que l'appel d'offres est provincial, national ou international. Hein, pour les marchés de la province. Il y a aussi les cas d'appel d'offres provincial. Les édifices des seuils. Donc l'appel d'offres est provincial, national ou international. Provincial, national ou international. Provincial, national ou international. On se comprend bien? Deuxième élément de la capacité. Deuxième élément de la capacité. On indique les limites imposées aux candidats. Peut-être qu'on est concerné par les limites, on ne doit pas déposer la soumission. Les limites imposées aux candidats. On indique quoi? Les limites imposées aux candidats. Les limites imposées aux candidats. Telles que le fait de ne pas déposer plus d'une soumission. Ça vous dit quelque chose? Le fait de ne pas déposer plus d'une soumission. Ne pas déposer plus d'une soumission. Une seule offre. Nous allons voir que si on a déjà déposé une offre et qu'on a des éléments nouveaux, si les délais nous manquent, on peut modifier. Est-ce que je peux comprendre? Ne pas déposer plus d'une offre. Point virgule, toujours là. Ne pas déposer plus d'une offre. Est-ce que je peux comprendre? Ne pas déposer une offre à titre individuel. Je peux comprendre? Et une autre comme membre du groupement. On avait parlé de ça hier, n'est-ce pas? Ne pas déposer une offre à titre individuel et une autre comme membre du groupement. On rappelle au candidat. Et une autre comme membre du groupement. Et une autre comme membre du groupement. On a dit que pour les sous-missionnaires, pour les sous-traitants, il n'y a pas de problème. Hein? N'est-ce pas ça? On peut trouver les mêmes sous-traitants dans plusieurs offres dans les cas du même marché. Il n'y a pas de problème. Point virgule, ne pas être en situation de conflit d'intérêt. Non, toujours là par rapport aux limites imposées aux candidats. Ne pas être en situation de conflit d'intérêt. Ne pas être en situation de conflit d'intérêt. Ne pas être en situation de quoi? De conflit d'intérêt. Ici, le conflit d'intérêt veut dire quoi? Hein? Écrivez, c'est à définir les éléments du marché. On a été consulté dans ce sens. On a aidé l'autorité contractante à définir les éléments du marché. On a aidé l'autorité contractante à définir les éléments du marché. À définir les éléments du marché. On a aidé l'autorité contractante à définir les éléments du marché. Par exemple, un bureau d'architecture ou d'architecte, je peux comprendre, virgule, on ne peut pas soumissionner dans le cadre du même marché. Est-ce que quelqu'un me comprend? On ne peut pas soumissionner dans le cadre du même marché. On ne peut pas soumissionner dans le cadre du même marché. On ne peut pas soumissionner dans le cadre du même marché. Soumissionner dans le cadre du même marché. Vous comprenez? Point virgule, comme limite, toujours là, vous êtes là? Écrivez, le personne physique en état de faillite, les personnes morales en état de liquidation ou de redressement judiciaire, personnes physiques en état de faillite,
des personnes morales en état, des liquidations ou des redressements judiciaires. Et nous disons, mais comment on veut confier d'ailleurs ne pouvait même pas candidater? Parce qu'elle n'étant pas capable de soumissionner. On se comprend? Très bien. L'autre élément de la capacité, autre astérisque, hein? Vous êtes là? Autre astérisque. Un élément de la capacité, n'est-ce pas? Et qui fait le fait que les soumissionnaires se trouvent être concernés par les sanctions, frappés par les sanctions, pour être concernés par les sanctions. On se comprend? On se comprend bien? Ah. Les cinquième élément de généralité, on ira en pause à 12h juste, il ne faut pas casser, pas, ils sont en train de très bien évoluer. Mais c'est une séance très capitale. Il faut comprendre tout ça maintenant. Maîtriser les dames. Vous êtes là avec moi? Le cinquième élément. Le cinquième élément. Non. Non. Premier élément. Objet. Deuxième élément. Origine des fonds. Troisième élément. Les sanctions en cas de faute. Rappel des sanctions. Quatrième élément. Conditions à remplir. Notamment la capacité du soumissionnaire. Est-ce que tu comprends? Cinquième élément, la qualification du candidat. L'État rappelle les éléments sur la qualification du candidat. La qualification. Qualification du candidat. Qualification du candidat. Vous êtes là? Écrivez. L'appel d'offres suppose l'attribution du marché. L'appel d'offres suppose l'attribution du marché. L'appel d'offres suppose l'attribution du marché. Ça va? Au candidat ayant présenté l'offre la plus économiquement avantageuse. L'attribution du marché au candidat ayant présenté l'offre la plus économiquement avantageuse. Au candidat ayant présenté l'offre la plus économiquement avantageuse. Candidat ayant présenté quoi? L'offre la plus économiquement avantageuse. Ah, on insiste, hein? Quand on va parler de l'évaluation des offres, vous allez comprendre ça. Comment on évalue une offre. Est-ce que vous saisissez? Ah, c'est pourquoi, pendant la pause, prenez votre temps de vous reposer. Parce que j'ai vraiment besoin de vous fort à partir de 13 heures. Vous allez vraiment dans les confins de ces choses. Reposez-vous, prenez de l'eau si moyen il y a. Vous êtes là? Ah. N'est-ce pas que ça passe bien, hein? Vous comprenez, hein? Vraiment, faites bon usage de ça. Faites bon usage. Oui, hein? Allons en profondeur pour voler en hauteur. C'est ça notre devise. Je vais saisir. C'est pourquoi l'État rappelle aux candidats. C'est pourquoi l'État rappelle aux candidats. Rappelle aux candidats. Ça va? Que sans une qualification requise, on avait déjà parlé des éléments de la qualification. Sans une qualification requise, capacité financière, moyens matériels, moyens humains, l'expérience des travaux analogues dans le passé. Voilà les éléments qui peuvent vous aider à apprécier la qualification d'un candidat. Parce que comment? Sans une qualification requise, virgule, il n'y a pas lieu de déposer la soumission. Quand vous venez déposer la soumission, pas lieu de déposer la soumission, vous n'avez rien, même pas une entreprise. Alors qu'on exige, dans les éléments de l'appel d'offres, que le candidat soit une société. Je comprends. Donc vous n'êtes pas qualifié pour soumissionner.
Oui. Non, cumulatif, parce que ça va compter lors de l'appréciation. Comment expliquer alors que pour se positionner, il faut avoir une expérience, alors qu'il peut arriver que une société peut avoir sa première expérience. En d'autres termes, lorsqu'on a une société qui a déjà une expérience et une société qui vient de commencer, la société qui a l'expérience est préférée. C'est ça la qualification. Maintenant, si par exemple on est en présence des sociétés qui sont nouvellement créées, on peut passer outre la qualification, n'est-ce pas, pour tenir compte des autres éléments. Mais on peut aussi avoir les offres comme ça, on analyse, on trouve que l'offre la plus économiquement avantageuse, il n'y a pas. L'offre s'est révélée infructueuse. Aucun bon candidat ne sort du lot. Est-ce que tu comprends? Et par conséquent, il faut peut-être reprendre la procédure après avoir déclaré l'appel ou l'offre infructueuse. Vous êtes avec moi? Les généralités, 5 points. Objet, source de fonds, les sanctions. Il faut rappeler toujours. Les candidats doivent savoir que quand je m'engage comme ça, voilà ce qui peut m'arriver en cas de faute. On se comprend bien? La capacité pour soumissionner. Parce que les candidats doivent savoir est-ce que j'ai rempli les conditions pour soumissionner. Et même dans la capacité, si c'est un groupement, est-ce que tu peux comprendre? S'ils viennent en groupe, ils doivent présenter le contrat de groupement. C'est un élément de capacité. Parce qu'on a dit que les candidats peuvent aller seuls ou dans le cadre d'un groupement. Si c'est un groupement, parmi les conditions liées à la capacité, c'est aussi les contrats de groupement. On va faire à créer un groupement si jamais on gagnait le marché. Parce que le groupement peut se créer lorsque vous candidatez. Je peux comprendre. Déjà avec un contrat de groupement, mais on peut aussi avoir un engagement ferme. Pour dire que nous déposons ensemble, même s'il n'y a pas de contrat déjà entre nous, mais voilà l'engagement de signer un contrat au cas où on va rencontrer les marchés. Là, l'autorité va dire si jamais vous rencontrez les marchés et dans 2 mois vous ne signez pas les contrats, je fais comprendre, je vais retirer les marchés. C'est possible. Vous êtes là? Très bien, ça c'est là. Le deuxième point dans les procédures. Premier point, c'est l'avis. Est-ce que tu comprends? Donc, deuxième point, dans les instructions. Vous êtes avec moi? On peut évoluer? On peut évoluer? Très bien. Très bien. Les généralités, c'était quel point? Le deuxième point dans les instructions. Deuxième point. Contenu du DAO. Contenu du DAO. Contenu du DAO. Contenu du DAO. Écrivez. Contenu du DAO. Écrivez. Le DAO est un ensemble de documents. Un ensemble de documents. Dossier d'appel d'offres. C'est un ensemble de documents. Et DAO est un ensemble de documents. Pour permettre aux candidats, comment? Permettre aux candidats d'en avoir une parfaite connaissance. Pour permettre aux candidats d'en avoir une parfaite connaissance. Virgule, il faudra alors, virgule, dans la sous-partie relative aux instructions aux candidats, il faudra alors, virgule, dans la sous-partie relative aux instructions aux candidats, virgule, rappeler le contenu du DAO. Rappeler le contenu du DAO. Vous êtes là? Rappeler le contenu du DAO.
en indiquant les trois parties. On a dit les DAO à trois parties, oui ou non? Donc là, c'est comme le plan du DAO, au fait. Est-ce que vous saisissez? En indiquant les trois parties et leurs sections. Trois parties et leurs sections. Vous direz, le présent document comprend trois parties. Procédure, je vais comprendre, spécification technique et partie contractuelle. Procédure, il y a 1. L'avis d'appel d'offres, 2. Instruction au candidat, 3. Données particulières de l'appel d'offres, 4. Les différents formulaires de soumission. Est-ce que je me fais saisir? C'est comme ça. Dans la deuxième partie, spécification technique, il y a les éléments techniques et les plans, si c'est un marché des travaux. Si c'est un marché de fourniture, les conditions d'approvisionnement, comment on va livrer, ainsi de suite. Est-ce que vous me saisissez? Et troisième partie, vous dites, il y a 3 sous-sections. Cahier des charges administratives générales, cahier des charges administratives particulières et le marché. Est-ce que vous saisissez? C'est comme un plan que vous présentez. C'est difficile à comprendre? C'est pas difficile, n'est-ce pas? Très bien. Troisième élément. Dans le contenu, c'est une colonne de quoi? Troisième élément. La préparation des offres. Préparation des offres. Oui, mais vous n'étiez pas là quand on avait commencé les DAO. On a déjà donné le plan. C'est-à-dire maintenant, à ce point-là, dans les DAO, on rappelle juste que le présent document comprend 3 parties. Voilà les sections. Est-ce que vous saisissez? Vous êtes là? Troisième point, la préparation des offres. Le premier acte du DAO, je vais comprendre. La procédure, c'est l'avis d'appel d'offres. Là aussi, c'est un modèle type. C'est cet avis-là qui doit être lancé à la bonne attention de quiconque veut solutionner. C'est bien ou quoi? C'est le premier acte, l'acte déclencheur même de la procédure. Lorsqu'il est lancé, on va le voir par quel mécanisme, bien entendu. Les candidats potentiels viennent quoi? Viennent chercher à connaître un peu plus les dossiers d'appel d'offres et acheter ces dossiers-là avec les actes dedans. Vous êtes avec moi? Pourquoi ils le font? C'est dans le but de soumissionner, dans le but de présenter leurs offres. Est-ce que vous me saisissez? En tant que membre de l'autorité contractante, de la cellule de gestion des projets et des prestations des marchés publics, vous êtes appelé à savoir comment on monte les dossiers d'appel d'offres. Mais en tant que consultant devant accompagner ceux qui cherchent les marchés, vous devez, mes chers amis, avoir à l'esprit comment on doit présenter une offre. Est-ce que je peux comprendre? Comment faut-il présenter une offre? Pour éviter, mes chers amis, la non-recevabilité de l'offre. Pour éviter la non-conformité de l'offre. Oh non, mais messieurs, vous ne m'avez pas aidé, mon offre a été mise de côté. Si on n'a pas été vigilant. Parce que c'est une procédure formaliste. Est-ce que vous me saisissez? Là, nous sommes dans la phase de la préparation des offres. Comment vous devez vous y prendre dans la préparation des offres? Est-ce que vous êtes là? Très bien. Écoutez. La préparation des offres. La préparation des offres est une tâche qui incombe aux candidats, aux éventuels soumissionnaires. Une tâche qui incombe aux candidats. Une tâche qui incombe aux candidats. Une tâche qui incombe aux candidats, aux éventuels soumissionnaires. Vous êtes là? Aux éventuels soumissionnaires. Je dis un candidat et puis éventuel soumissionnaire. On est candidat lorsqu'on vient acheter les dossiers. Est-ce que vous comprenez?
Et on est soumissionnaire lorsqu'on vient déposer. Là, on devient soumissionnaire. On a soumissionné, on a présenté une offre. Ce que je vous ai dit. Ah, écrivez. Dans la préparation des offres, il peut y avoir des préalables. Dans la préparation des offres, il peut y avoir des préalables. Dans la préparation des offres, il peut y avoir des préalables. Il peut y avoir des préalables. Préalables. Dans la préparation des offres, il peut y avoir des préalables. Ça va? Car les candidats à acheter les dossiers d'appel d'offres, le prix varie d'une autorité à une autre. Acheter les dossiers, je peux comprendre les cahiers des charges, à acheter les dossiers. Vous êtes là? Il achète pour soumissionner, c'est faire une idée. Je peux comprendre? Acheter les dossiers, écrivez. Il l'a lu, a acheté les dossiers, il l'a lu le dossier, je peux comprendre? Vous êtes là? Et il peut éventuellement avoir quelques préoccupations. Il peut y avoir quelques zones d'ombre. Il peut avoir quelques préoccupations. Nécessitant des éclaircissements. Préoccupations nécessitant des éclaircissements. Est-ce que vous êtes là? Ouais, comment fait-il dans ces cas? Comment fait-il dans ces cas? Comment fait-il? Il peut y avoir des questions techniques. Comment fait-il dans ces cas? Comment fait-il dans ce cas? Vous êtes là? Vous êtes là? Écrivez. Il a le droit de demander par écrit des éclaircissements. Il a le droit de demander par écrit des éclaircissements à l'autorité contractante. Il a le droit de demander par écrit des éclaircissements à l'autorité contractante. Il peut trouver que les délais d'exécution est court. Il dit, mais vous pensez vraiment que c'est que vous nous demandez? On peut faire ça dans 2 mois. N'est-ce pas? Il peut, dans le cadre des éclaircissements, avant de déposer l'offre. Est-ce que tu comprends? Lorsqu'il prépare son offre, quand il y a des zones d'ombre, il lui est reconnu le droit d'entrer en contact avec l'autorité contractante, notamment pour avoir des éclaircissements. Les délais d'exécution du marché. Il peut estimer que c'est un délai court par rapport à ce qui est demandé. Il peut dire non, est-ce que vous pouvez nous éclairer par rapport à ça? Il y a quelque chose que nous ne maîtrisons pas. On se comprend très bien. Et je vais dire, c'est pourquoi. Il est souhaitable dans le cadre d'un marché public. C'est pourquoi il est souhaitable dans le cadre d'un marché public. Souhaitable dans le cadre d'un marché public. C'est pourquoi il est souhaitable dans le cadre d'un marché public. Ça va? Que l'autorité contractante organise une réunion préparatoire. Vous allez accompagner votre client dans cette réunion-là. Il est souhaitable que l'autorité contractante organise une réunion préparatoire. Vous me faites comprendre? Préparatoire. Avant la date limite du dépôt des offres, du dépôt des offres, réunion préparatoire. Avant la date limite du dépôt des offres. Vous êtes là? Et tout candidat ayant acheté les DAO peut y prendre part. C'est leur avantage d'ailleurs. Tout candidat ayant acheté les DAO peut y prendre part. Tout candidat ayant acheté les DAO peut y prendre part.
afin de poser toutes les questions nécessaires. Afin de poser toutes les questions. Afin de poser toutes les questions. Vous êtes là? Posez toutes les questions. La réunion préparatoire. Mais si on n'organise pas la réunion préparatoire, ce n'est pas aussi mauvais. On n'ira pas que la procédure est biaisée parce qu'il n'y a pas une réunion préparatoire pour qu'il y ait des éclaircissements. Un candidat qui a besoin des éclaircissements, il écrit. Parce qu'il est en train d'apprêter son offre et qu'il ne comprend pas certains éléments, il demande à l'autorité contractante certains éclaircissements. Je fais comprendre. Écrivez. Notez bien. Il faut écrire à l'autorité contractante au moins 14 jours avant la date limite du dépôt des offres. Il ne faut pas être hors délai. Écrit à l'autorité contractante, dans le sens où il y a des préoccupations à soulever. Écrit à l'autorité contractante, ça va au moins 14 jours avant la date limite. 14 jours avant la date limite. La date limite du dépôt des offres. La date limite du dépôt des offres. Si on les fait 10 jours avant, le décontractant va dire que vous êtes hors délai. Par moyen de vous répondre. Je fais comprendre? Ah. Écrivez. Et l'autorité contractante doit répondre au moins 12 jours avant la date limite. Et l'autorité contractante doit répondre au moins 12 jours avant la date limite. Ah. Et le fait pour elle de ne pas répondre, ça peut constituer un motif d'annulation de la procédure. Au moins 12 jours avant la date. Tout ça, la loi n'en parle pas. Encore moins les règlements. Il faut reprendre les décrets portant manuel des procédures. Mais c'est dans les documents types de l'ARMP pour voir dans quelle mesure l'ARMP joue un rôle important. Est-ce que vous saisissez bien? Vous comprenez? Donc quand on s'est en train d'aider les students à préparer les offres, s'il vous plaît, il y a des zones d'ombre. Ne faites pas selon vous. Mettez les zones d'ombre là sur papier. Écrivez à l'autorité contractante et posez des questions dans les délais qui vous écoutent. Vous êtes avec moi? Écrivez, s'il vous plaît. De ces échanges, parce qu'on dit qu'il faut s'adresser à l'autorité contractante par écrit, soit il y a une réunion préparatoire, de ces échanges, ça va? L'autorité contractante peut modifier les échanges. L'autorité contractante peut modifier certains éléments. Finalement, il peut se rendre compte qu'il y a nécessité d'avoir un délai beaucoup plus raisonnable. Est-ce qu'on nécessité? L'autorité contractante peut modifier certains éléments du large. Parce qu'il y a des questions qu'on lui a posées. Et après les avoir analysées, elle s'est rendue compte qu'il faut évoluer dans ce sens-là. Si par exemple il y a un marché des travaux, on peut faire comprendre à l'autorité contractante que le site n'est pas dans une bonne zone. Dans cette zone-là, on ne peut pas construire ce que vous nous demandez. Il faut chercher un autre site. On peut lui faire comprendre. Est-ce qu'on est décisé? Et si elle est convaincue qu'il ne faut pas construire une université à cet endroit-là, on change les sites et on modifie les dates pour dire que le site de construction n'est pas là. Et c'est de l'autre côté. Vous me saisissez? Très bien. Maintenant, ça c'est le préalable. On prépare les offres. Écrivez, la préparation des offres. Préparation des offres. C'est fait en fonction des éléments ci-après. Préparation des offres, préparation des soumissions. C'est fait en fonction des éléments ci-après. En fonction des éléments ci-après. Les éléments ci-après. Bien noté? Premier élément. Les frais de soumission. Les frais de soumission. Les frais de soumission. Vous êtes là? Vous êtes là? Les frais de soumission, c'est-à-dire les frais engagés pour préparer
Il offre. Qu'est-ce que vous dites ici? Parce que la préparation d'une offre, ça donne bien des frais. Hein? Peut-être qu'il faut appeler des techniciens. Est-ce que je peux te dire? Il faut faire appel à des consultants. Surtout en ce qui concerne les certifications techniques. Les frais de soumission. Les frais engagés en vue de la préparation de la soumission. On peut faire appel à un avocat, à un consultant en marché public, comme vous. Est-ce que je fais comprendre? Écrivez, ces frais sont à charge du candidat. Et le candidat ne peut jamais réclamer les remboursements à l'autorité contractante. Non, c'est à ta charge, comme ça. Ces frais sont à charge du candidat. À charge du candidat. Et même s'il ne remporte pas les dossiers, il ne pourra pas réclamer les remboursements, il va les faire comment? C'est clair. Vous se comprenez bien? Deuxième élément. La langue de la soumission. La langue de la soumission. Vous savez que les Français menacés par l'anglais en matière de marché public. En cas d'appel d'offres international, par exemple, une société américaine est soumissionnée. Est-ce que vous saisissez? Non. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, la langue de soumission, c'est la langue française. Même si la société est d'essence anglophone, la langue de soumission, c'est la langue française. C'est la langue française. Vous êtes là? Oui. Mais on peut admettre les dépôts de certains documents. On peut admettre les dépôts de certains documents établis en d'autres langues. On peut admettre les dépôts de certains documents établis en d'autres langues. Établis en d'autres langues. Vous êtes là? Vous êtes là? Ça peut être une société américaine. Les documents établissant que une société, c'est en anglais. Or, dans les dossiers d'appel d'offres, il faut apporter toutes ces preuves-là. Est-ce que tu comprends? On peut admettre les documents établis dans une autre langue, virgule, mais avec une interprétation des points clés. Avec une traduction plutôt des points clés. Avec une traduction des points clés. Une traduction des points clés. Par exemple, le passage qui dit que c'est une société de droit américaine. Peut-être on peut traduire ça. Est-ce que je peux comprendre? On peut évoluer. Troisième élément. Les documents qui accompagnent une soumission. Je dirais même des éléments clés de la soumission. Qu'est-ce que vous devez mettre dedans? Les documents qui accompagnent une soumission. Les documents qui accompagnent une soumission. Vous êtes là? Les documents qui accompagnent une soumission. On fait référence ici à des formulaires types. On fait référence ici à des formulaires types. On fait référence à des formulaires types. Et on va vous envoyer les différents formulaires pour que vous soyez déjà en mesure d'être en contact. Voilà le formulaire type. On fait référence à des formulaires types. Je peux comprendre? Ah, écrivez. Tels que. Quels sont les formulaires types qu'il faut mettre dans la soumission? Donc, ce sont les formulaires qu'il faut remplir. Hein? Est-ce que vous comprenez? Tels que. Premier tiré. La lettre de la soumission de l'offre. C'est un modèle type. Ne vous enfermez pas, je dois faire une lettre qui accompagne la soumission de l'offre. Non, mes amis. Est-ce que je comprends? Conformez-vous à ces modèles types. Pour dire voilà, vous devez déposer l'offre, la lettre de soumission. Est-ce que vous comprenez? L'AMP et l'autorité contractante le fait dans le cadre du DAO. En fait, dans les marchés publics, la lettre de soumission, c'est la même lettre pour tout candidat. Mais il faut maintenant adapter simplement, vous mettez vos noms, ainsi de suite, peut-être la référence de l'appel, tout ça. Vous comprenez bien?
Mais c'est un modèle unique. Nous avons dit que nous sommes dans un domaine où il n'y a pas d'improvisation. Parce que le régime est celui des documents types ou des documents standards établis par l'ARMP. Et quand vous êtes en train d'apprêter la soumission pour le compte de votre client, sachez que si vous terminez, il y a une lettre de soumission de l'offre. Je fais saisir la lettre qui va même saisir l'autorité contractante pour dire que vous avez déposé votre offre, avec bien entendu accusé de restriction. Vous êtes là? Deuxième indication. Les bordereaux de prix. À partir des marchés publics, c'est question de prix. Les bordereaux des prix. Les bordereaux des prix. Les bordereaux des prix. Et puis, en droit des marchés publics, les prix d'un marché peut être forfaitaire ou un prix unitaire. Les prix peut être forfaitaire ou unitaire. C'est quoi un prix forfaitaire? C'est quoi un prix unitaire? Les prix peut être forfaitaire ou unitaire. Vous êtes là? Il est forfaitaire lorsqu'il est donné globalement. Quelqu'un me comprend? Vous êtes là? Il est forfaitaire lorsqu'il est donné globalement. Lorsqu'il est donné globalement. Lorsqu'il est donné globalement. Vous êtes là? Et c'est souvent dans le marché des travaux. Marché des travaux. Les marchés des prestations d'intellectuels. Marché des travaux, marché des prestations d'intellectuels. Vous êtes là? S'il faut construire un stade, vous êtes là? Comment, mes chers amis, disséquer le prix? On peut dire non, la construction de ces stades, c'est 90 millions de $. Vous comprenez bien? Là, le prix est forfaitaire. On a donné ça en un seul prix. Mais si par exemple c'est la livraison des véhicules ou même des avions, non d'avions, n'est-ce pas? On peut établir en termes de prix unitaire. C'est ça que je comprends. Et le prix est unitaire. Le prix est unitaire. Le prix est unitaire. Lorsqu'il est donné en fonction de chaque unité du marché. En fonction de chaque unité du marché. En fonction de chaque unité du marché. Chaque unité du marché. Vous êtes là avec moi? Et c'est souvent le cas avec les marchés de fourniture. C'est souvent le cas avec les marchés de fourniture. Marché de fourniture. Et donc, dans les bordereaux de prix, soit vous donnez un prix forfaitaire, soit vous donnez un prix unitaire. Un prix unitaire, c'est-à-dire pièce par pièce. Est-ce que je vous comprends? Oui. Très bien. Et puis, le prix du marché peut être ferme ou révisable. Les prix peuvent être fermes ou révisables. Peut-être ferme ou révisable. Ferme ou révisable. Vous êtes là? Il est ferme lorsqu'il n'est pas susceptible d'être révisé. Il est ferme lorsqu'il n'est pas susceptible d'être révisé. Lorsqu'il n'est pas susceptible d'être révisé. Lorsqu'il n'est pas susceptible d'être révisé. Ça va? Et c'est souvent dans le cas des marchés d'exécution en courte durée, ne dépassant pas un mois, ne dépassant pas un an plutôt. Souvent le cas des marchés d'exécution en courte durée.
ne dépassant pas 1 an. Ne dépassant pas 1 an. Vous êtes là? Vous êtes là? On dit par exemple l'entreprise X doit fournir à l'État des véhicules dans 3 mois. Est-ce que vous saisissez? 25 000 $. Et le contrat dit le prix ici est ferme. Vous êtes là avec moi? Donc, les prix ne peuvent pas être révisés. Souvent, c'est parce que le marché est d'une exécution à court terme. Ne dépassant pas 1 année. On se comprend bien? Et cependant, un prix ferme est susceptible d'être actualisé. Susceptible d'être actualisé. D'être actualisé. Vous êtes là? C'est-à-dire d'être adapté. D'être adapté au taux d'échange, par exemple. Ça, quelqu'un me comprend? Vous êtes là avec moi? Oui. D'être adapté au taux d'échange. Si on comprend la conclusion, $1 était égal à 2800. Il faut comprendre? Avec la manière dont la monnaie connaît. Si, dans le cas de l'exécution, ou pendant l'exécution, ou avant même l'exécution, $1, notre banque centrale a bien fait le job, voilà que désormais $1 s'échange à 2200. Je veux comprendre. Pareil, là, on peut dire non. Puisque $1 était 2800 et qu'il y a 600 francs de moins dans le cas de l'exécution, on peut revoir le prix, on peut actualiser. Est-ce que vous comprenez? C'est vrai que le prix était fait, mais il est peut-être actualisé par rapport au taux d'échange. Écrivez. Cependant, le principe, en droit des marchés publics, le principe en droit des marchés publics est celui du prix révisable. Le principe en droit des marchés publics est celui du prix révisable. Celui du prix révisable. Vous êtes là? Dans la notion du prix ferme, c'est vraiment des exceptions. Le prix est susceptible d'être révisé. Parce que lors de l'exécution, il peut y avoir beaucoup de réalités non prévues. On peut revenir sur le prix du commun d'accord. Écrivez. C'est donc le soumissionnaire qui fixe le prix du marché dans son offre. C'est donc le soumissionnaire qui fixe le prix du marché dans son offre. Le soumissionnaire qui fixe le prix du marché dans son offre. Le prix du marché dans son offre. Qui tient compte des spécifications techniques et ainsi de suite. Dis-moi, pour construire un stade, c'est 90 millions. Est-ce que je peux comprendre? C'est le prix dans son offre. Et si le marché lui est attribué, l'autorité contractante est supposée avoir accepté ce prix. Et si le marché lui est attribué, l'autorité contractante est supposée avoir accepté ce prix. L'autorité contractante est supposée avoir accepté ce prix. L'autorité contractante est supposée avoir accepté ce prix. On se comprend bien? On se comprend bien? Écrivez. Mais très souvent, il est préférable que les soumissionnaires indiquent aussi les différents rabais possibles. Il est préférable que le soumissionnaire indique aussi les différents rabais possibles. Propose déjà que s'il faut revoir ces prix, on peut aller jusque. Est-ce que vous comprenez les différents rabais possibles? Écrivez. Exemple, le prix d'un véhicule est à 25 000 $. Le prix d'un véhicule est à 25 000 $.
le prix d'un véhicule est à 25 000 $, le prix d'un véhicule est à 25 000 $, 25 000 $. Vous êtes là? Ah, écrivez. Les sous-missionnaires indiquent, que puisqu'il est question de 300 véhicules, vous êtes là? Puisqu'il est question de 300 véhicules, virgule, il accorde un raté de 3 000 $ par véhicule. On se comprend bien? Un raté de 3 000 $. Quand vous irez consulter, n'oubliez pas tous ces éléments. On peut vous demander vos avis et considérations par rapport à une soumission. On se comprend bien? Vous demandez des explications sur le prix, ainsi de suite, dans les droits des marchés, puis comment ça s'est fait. Vous dites non, ce marché a prix ferme. Mais qu'est-ce que cela veut dire, prix ferme? Je ne comprends pas. Non, ce prix-là, tel que nous l'avons proposé, ça ne sera pas réduit. Ça. Ça sera réduit. On se comprend bien? Ok. Oui. C'est pourquoi, dans le prix, c'est ce que je vais même vous dire tantôt, il est toujours préférable d'indiquer une marge provisionnelle. Les imprévus, vous comprenez, les imprévus, et il est aussi possible de recourir à la notion du rétablissement de l'équilibre financier. Effectivement. Dans le budget, nous avons toujours surestimé certaines de la tâche de défense. Oui. Troisième type de formulaire, après, à part les bordereaux des prix, ça va? Vous êtes là? Ah. Parce qu'on a en train de voir les documents qui accompagnent la soumission, oui ou non? Premier document, lettre de soumission de l'offre. Deuxième document, les bordereaux des prix. Modèle type toujours, hein? Me fait comprendre? Troisième document, la garantie de l'offre. Troisième document, la garantie de l'offre. La garantie de l'offre. La garantie de l'offre. Ah, qu'est-ce que signifie la garantie de l'offre? Nous avons parlé de la garantie. Me fait comprendre? Le remboursement des avances. Maintenant, ici, nous parlons de la garantie de l'offre. Ah, il y a aussi la garantie de la bonne exécution du marché. Il y a donc plusieurs garanties comme ça. Ce sont les trois garanties organisées par la loi, mais la loi elle-même dit que dans les cas d'un marché donné, on peut recourir à d'autres types de garanties. Et quels sont ces types de garanties? On va le voir ici, mais aussi c'est dans mon ouvrage des marchés publics. Dans mon ouvrage des marchés publics. On peut évoluer, hein? Ah, très bien. Dans mon ouvrage des marchés publics. On évolue, s'il vous plaît. Garantie de l'offre. Document qui doit accompagner la soumission. Écrivez. La garantie de l'offre. La garantie de l'offre a pour but d'amener les candidats à ne pas retirer leurs offres. À ne pas retirer leurs offres. À ne pas retirer leurs offres. Vous êtes là? Tant que l'autorité contractante n'est pas retirée leurs offres, tant que l'autorité contractante n'a pas encore attribué provisoirement les marchés. Ça veut dire on dépose l'offre,
Et 3 semaines après, alors je retire mon offre. Je fais comprendre? Vous êtes là? Tant que l'autorité contractante n'a pas encore attribué le marché. Provisoirement le marché. Je fais comprendre? Très bien. C'est aussi pour éviter des soumissions fallacieuses. Quelqu'un qui dort et qui se réveille, oh non, je vais soumissionner. On va dire non. Dans cette soumission, il faut déposer 48 $. Comme garantie de la soumission. Est-ce que je peux comprendre? Vous êtes avec moi? Pour éviter des soumissions fallacieuses. Quand on dit garantie, c'est donc une caution, une somme d'argent. On dit je dépose mon offre, mais voilà la garantie est là. On se comprend bien? Soit un crédit irrévocable, soit une garantie donnée par une banque. Est-ce que vous saisissez? Et je vais, si donc, le candidat retire son offre, avant la décision d'attribution provisoire, si le candidat retire son offre avant la décision d'attribution provisoire, vous êtes là? Il perd sa garantie. Sa garantie de l'offre. Est-ce que vous saisissez? Vous êtes avec moi? Perd sa garantie de l'offre. Et il fait, cependant, si une offre est assortie d'une durée de validité, entre parenthèses, exemple, dans le cadre d'un marché X, l'autorité contractante dit, prévoit, nous dans les DAO, l'autorité contractante prévoit que le marché en question doit être attribué au plus tard à telle date. Vous êtes là? C'est dans la parenthèse? Fermez la parenthèse, virgule. Si donc à cette date, virgule, il n'y a pas d'attribution, l'autorité s'est montrée négligente. Si donc à cette date il n'y a pas d'attribution, je fais comprendre, virgule, un soumissionnaire peut retirer son offre et il a droit au remboursement de sa garantie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que vous êtes là? Un soumissionnaire peut retirer son offre et il a droit au remboursement de sa garantie. C'est ça l'idéal, c'est ça même le principe. Tout marché public doit être assorti d'une durée de validité de l'offre. C'est-à-dire un timing en lien duquel l'autorité est appelée à évaluer et attribuer le marché. Est-ce que vous saisissez? Parce qu'on est en présence des opérateurs économiques. Ils ont peut-être aussi plusieurs marchés en vue. Mais s'ils disent, dans le cadre de ces marchés, nous nous confions, nous pouvons. C'est qu'en réalité, ils attendent à ce qu'ils gagnent pour exécuter ces marchés. Ça peut, mes chers amis, leur causer préjudice si vous traînez les choses à longueur. Est-ce que je sais dire? Parce qu'ils pensent mobiliser leur personnel pour le marché X. Ils attendent peut-être que les marchés leur soient attribués. Mais
mais vouloir faire passer du temps. Alors qu'il y a peut-être d'autres marchés, même chez les particuliers, ils peuvent aussi solliciter. Mais ils refusent de tout solliciter, parce que si jamais ils gagnaient ici, ils auraient du mal à affecter un personnel. Est-ce que je peux comprendre? Il y a d'abord le principe de la confidentialité. Le principe de la confidentialité. Confidentialité. Le principe de la confidentialité. Confidentialité. Écrivez. Si l'ouverture et la lecture des plis se font en public, si l'ouverture et la lecture des plis se font en public, je veux dire qu'on organise une séance publique, hein? Oui ou non? Se font en public, virgule. L'évaluation c'est fait, l'évaluation des offres, c'est fait dans le cadre d'une séance privée. Vous n'avez pas dit c'est fait en secret. Une séance privée. Vous êtes là? Ouais. Elle est l'œuvre des membres de la sous-commission d'évaluation. Donc dans la commission, on crée une sous-commission. Est-ce que vous comprenez? La commission peut être composée de 8 membres. Les 4 membres du secrétariat permanent, un juriste, un financier, un délégué du ministère du budget, je fais comprendre, et un spécialiste du marché. Un ingénieur en génie civil, je fais comprendre, parce qu'il est question de construire ou de jeter un pont. L'autorité contractante le désigne comme membre de la commission de passation des marchés. Et on vous désigne, vous en tant que juriste, membre de passation des marchés. On désigne un financier, membre de passation des marchés, et le ministre du budget, non un agent du ministère du budget, comme membre de cette commission-là. Plus les 4 membres du secrétariat permanent de la cellule de gestion. Vous constituez la commission. Donc vous serez là à 8 le jour de l'ouverture et de la lecture des plis. Mais l'autorité peut dire, dans la sous-commission d'évaluation, on n'a que 5 membres. Est-ce que je peux comprendre? Les secrétaires permanents, les membres du secrétaire permanent chargés de la passation des marchés, les juristes, les financiers, je peux comprendre, les juristes, le monsieur du budget et les spécialistes du marché. La sous-commission d'évaluation des offres. Est-ce qu'on était ici? Confidentialité. Écrivez. Confidentialité veut dire. Confidentialité veut dire. Confidentialité veut dire qu'il est interdit aux membres de la sous-commission. Il est interdit aux membres de la sous-commission. Interdit aux membres de la sous-commission. Ça va? Des pouvoirs être en contact avec les candidats. Être en contact avec les candidats. Être en contact avec les candidats. Tu peux comprendre? De même, les candidats ne peuvent pas approcher les membres de la sous-commission. Pas influencer. Quelqu'un est en train de dire, mais nous sommes au complot. Non, mais comprenez d'abord le principe. N'est-ce pas? Vous êtes là? Et les candidats ne peuvent pas aussi approcher les membres de la sous-commission. Les membres de la sous-commission. Parce que c'est pendant ces temps que les candidats cherchent à s'accuser mutuellement. À dire, ah, n'attribuez pas les dossiers de monsieur, tu ne sais pas qu'il est très proche de l'opposition. Tu ne peux comprendre. Mais il en a là-bas, tout le monde, oh, vous voulez attribuer les marchés. Attention! Oh!
Et tout se fait pendant ce temps-là. Parce que mes chers amis, le marché public, c'est une question d'argent. On a besoin des millions derrière. Je dois gagner ces marchés. Si je gagne un marché de 50 millions et que je dois dépenser 38 millions, donc dans 2 ans, j'aurai 12 millions. Quelle bonne affaire! Et c'est une forte bataille entre les candidats. J'ai même suivi en Europe là-bas, dans le cadre d'une émission là, il y a quelqu'un qui allait assassiner l'autre parce qu'ils étaient concurrents dans le cadre de la marche. Il a tout fait pour qu'il assassine, afin que cette société-là puisse avoir des problèmes.